Bonjour à tous et bienvenue sur l'IFPAS TV. On est heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des décideurs engagés de la banque et de l'assurance en partenariat avec l'Hémicycle. Le groupe IFPAS en partenariat avec l'Hémicycle vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Olivier Klein, directeur général de la Banque Lazare. Bonjour Olivier Klein. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors bien sûr, on va parler de la Banque Lazare, de son organisation, des différents métiers qui sont exercés au sein de la Banque Lazare. On parlera aussi plus largement de l'attractivité du secteur bancaire. Et puis, en tant qu'économiste, vous nous donnerez votre avis sur la situation actuelle de la France et sur ses perspectives. Mais tout de suite, un mot de votre parcours. Alors, on va dire un parcours marqué par une passion, l'économie, puisque vous êtes professeur de macroéconomie financière et de politique monétaire à HEC, co-responsable de la majeure Economics and Finance et du master spécialisé du même nom. Vous êtes vous-même d'ailleurs diplômé en économie. Pourquoi cette passion pour l'économie? Chevillée au corps, quand même, on va dire. Hein. Oui, parce que j'ai même, je dois l'avouer, commencé à enseigner l'économie avant même d'avoir fini mes études. J'avais envie d'approfondir. D'abord, enseigner, ça permet d'approfondir. C'est une exigence. Et je dois dire que si je n'enseignais pas, je ne lirais pas autant de littérature économique parce que c'est un peu exigeant, parce que c'est parfois aride, mais en même temps, c'est passionnant. Donc, moi, il me faut un objectif pour pouvoir me forcer, mais c'est un plaisir du coup, à lire toujours, à essayer de comprendre et à faire. Alors, pourquoi l'économie en tant que telle? C'est parce que je trouve que c'est la mère des sciences sociales. C'est à la fois rigoureux, mathématiquement, ça exige des raisonnements précis, une approche scientifique, mais aussi, c'est une façon de comprendre comment les gens vivent, comment les gens s'organisent, comment les sociétés s'organisent et se régulent pour arriver à vivre, survivre, se développer. Et depuis très longtemps, en fait, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai toujours essayé de comprendre cela, de le redonner aussi. Et ça, c'est un plaisir, c'est un autre plaisir d'enseigner. C'est pas seulement de pouvoir apprendre toujours, mais c'est aussi de transmettre. Et quand on transmet, on voit dans les yeux des étudiants, et j'ai des étudiants en fin de parcours qui ont souvent 6 années après le bac en réalité, je vois tout de suite dans les yeux des étudiants si les choses passent, s'ils comprennent. Et quand on arrive à faire comprendre quelque chose qui n'était pas évident, qui était complexe, et que ça passe bien, il y a une expression physique des étudiants qui est évidente. Eh bien, c'est une source de satisfaction d'avoir pu faire passer quelque chose. Oui, là, vous avez semé une graine, c'est ça qui est, Exactement. qui est important. Exactement. Alors, pourquoi avoir choisi une carrière dans la banque? Les groupes par lesquels vous êtes passé, la BFCE, la BPCE, président des caisses d'épargne, directeur général de la BRED, peut-être que j'oublie certains de vos postes. Non, non, à peu près ça. Mais quand j'ai cherché à travailler après mes études, je me suis demandé, devrais-je être économiste? Mais j'avais peur, honnêtement, de passer mon temps à étudier et de ne pas agir. À tort peut-être, hein, mais c'est C'est-à-dire de ne pas le être au caractère. contact du réel? De ne pas être suffisamment au contact du réel et de ne pas pouvoir transformer les choses aussi. Autrement dit, être économiste, c'est absolument formidable, mais être économiste de profession, c'est voir les choses, les analyser, les transmettre, les approfondir, mais ça n'est pas transformer la matière. Alors, je pense au fond que c'est une question de caractère purement et simplement. Il y a des caractères et des personnalités qui sont faites pour passer leur temps à étudier, et c'est remarquable, et il en faut, je suis ravi qu'il y en ait. Et puis, il y a des personnes, dont je suis, qui ont besoin d'agir, qui ont besoin de faire, de transformer. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'allier ce caractère à mon goût intellectuel. Et voilà, j'ai réussi, moi je trouve, à ma manière, pour moi-même, ce ne prétend cela pour personne d'autre, à allier les deux, c'est-à-dire au fond, dans la banque, à faire, transformer, développer, et
en même temps à garder, en faisant cet enseignement, toutes ces capacités de réflexion intellectuelle qui m'intéressaient. Et la banque, pour finir, c'est un lieu magique pour l'économie. Parce que, quel que soit le métier de la banque, et on y reviendra peut-être, dans les marchés financiers, dans la banque, comme quand on fait des crédits aux entreprises, quand on fait de la banque de détail aussi, on est en plein dans l'économie. On est sur le marché financier, évidemment, à l'intersection avec toute la macroéconomie, parce que ça détermine les taux d'intérêt comme les cours de change, hein. Et donc, c'est très important de comprendre l'économie. Quand on est en train de faire du crédit, à l'évidence, on a besoin aussi de prévoir ce qui peut se passer en macroéconomie, en mésoéconomie, en microéconomie. Tout est lié. Et de ce fait, la banque est un lieu et d'observation et d'action, parce qu'évidemment, la banque est un acteur de l'économie essentiel. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à la monnaie, au crédit, à la politique monétaire, c'est que c'est le sang de l'économie. Et comme c'est un peu complexe, c'est encore plus intéressant à essayer de creuser et essayer de retransmettre. Oui, de retransmettre en étant justement concret, et c'est souvent le plus difficile. Donc, on a bien compris que le secteur bancaire vous permet de vivre votre passion, mais comment ces deux métiers, banquier et économiste, se nourrissent-ils mutuellement? Voilà, parce que je vais vous dire, je pense que, par exemple, à HEC où j'enseigne depuis longtemps, il y a et des professeurs permanents qui font de leur recherche et de l'enseignement, parfois du conseil aussi naturellement, et des professeurs qui sont à la fois académiques, de bon niveau académique, celui qu'il faut pour pouvoir enseigner à haut niveau, et puis des professionnels dans les activités, peu importe lesquelles, que ce soit du marketing ou peu importe, ou banque ou peu importe. Et je pense que les étudiants ont besoin des deux. Ils ont besoin de professeurs qui ont fait des recherches académiques poussées. Ils ont besoin aussi de personnes qui viennent leur dire, tout en ayant la connaissance académique suffisante, pas pour raconter simplement des recettes de cuisine, ça ne marche pas très bien, mais de faire l'aller-retour entre la théorie et la pratique. Et les étudiants apprécient beaucoup cet aller-retour, surtout quand ils sont en fin de parcours. Ils ont besoin de comprendre pourquoi la théorie, ce qu'ils apprennent, va leur servir ou leur permet de comprendre le monde ou d'agir demain. Alors justement, qu'est-ce qui a changé dans la façon d'enseigner l'économie et la finance Et, depuis que vous avez commencé? oui, et une très bonne question. Au fond, sur le fond, pas grand-chose. Sur la forme, beaucoup. Sur le fond, pas grand-chose, parce que l'économie est une matière vivante, comme je le disais tout à l'heure, c'est la façon dont les gens s'organisent, les sociétés se régulent, etc. Donc ça change tout le temps, mais ça changeait déjà il y a 30 ans, donc ce n'est pas une innovation. En revanche, la façon d'enseigner change parce qu'aujourd'hui, la capacité d'attention des étudiants est quand même moindre. Et tout le monde le constate, tous les professeurs le constatent, que ce soit à Stanford, à Harvard ou à Paris, hein. Les cours, ils sont sur leurs ordinateurs, sur leurs tablettes, sur Eh leurs bien, portables? Ouais. quand les tablettes sont arrivées dans les cours, on a vu la difficulté à capter l'attention. Depuis 3 ans maintenant, je demande à ce qu'il n'y ait plus de tablettes dans les cours. Au début, ça a choqué. Et maintenant, ils me remercient. Parce qu'ils voient bien la différence. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus attentifs. Quand on est sur une tablette, moi je l'ai vécu pendant le moment du Covid, on se met en conférence, on fait du télétravail, peu importe. Mais en même temps qu'il y a une conférence, une discussion avec d'autres à distance, on regarde un peu ses notes, on avance sur d'autres choses, et donc l'attention est partagée. Quand on est dans une réunion professionnelle, même sérieuse comme tout, on peut encore passer de quelque chose à l'autre, pas beaucoup, mais un peu sans tout perdre, parce que c'est un peu séquentiel, ça. Quand on est en cours et que le cours est structuré et qu'on avance et qu'il ne faut pas en rater un gramme pour comprendre le gramme suivant, c'est beaucoup plus difficile. Et si on se met à regarder ses emails en même temps, ou si on se met à je ne sais pas quoi faire sur le net, là, on perd et après, on a perdu le fil. Donc, aujourd'hui, on revient en arrière un petit peu pour dire pas trop de laptop en cours, c'est trop de perte d'attention. Malgré tout, les étudiants ont une capacité d'attention peut-être un peu moins longue qu'avant. Donc, il faut rythmer davantage, mais c'est bien, hein, c'est une exigence de la part du professeur aussi. Rythmer davantage, faire des
des sautes de rythme volontaires, passer de sujets à d'autres, mais tout en restant tout à fait profond et tout en structurant tout à fait bien sa matière comme avant. Ouais, c'est justement un défi et c'est ce qui est motivant. Alors, on a brossé rapidement votre parcours. On va écouter la première question d'un étudiant de l'IFPAS, David. Bonjour Monsieur Klein, j'ai une question à vous poser. Quelles sont selon vous les qualités essentielles à cultiver quand on ambitionne un parcours comme le vôtre? Oh. Il y a une question à la fois facile et difficile parce qu'elle est très vaste. Écoutez, pas forcément un parcours comme le mien, mais un parcours de banquier qui arrive à pouvoir diriger une banque, etc. Je pense que bon, d'abord, il faut être un bon professionnel. C'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Il faut non pas être expert de tout, parce qu'on ne peut pas être expert. Plus on monte dans la hiérarchie, moins on peut être expert de tout. Et si on cherche à l'être, on étouffe les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand même, il faut avoir une bonne compréhension globale des mécanismes bancaires, puisqu'on parle de cela, et des champs d'expertise clairs sur lesquels on peut apporter de la valeur ajoutée. Après, il faut un recul et une compréhension des choses qui font que quand on vous pose des questions et que ce n'est pas dans votre champ d'expertise spécifique, il faut quand même avoir le recul, l'analyse, la capacité, l'expérience pour apporter des réponses. Donc ça, c'est une première chose. C'est loin d'être suffisant. Plus on monte dans la hiérarchie, plus il faut aussi entraîner tout le monde. Donc il faut avoir la capacité de bien expliquer la stratégie, de convaincre sur la stratégie. Et ce n'est pas seulement une question de communication, c'est une question aussi d'aller chercher les gens pour qu'ils partagent ces stratégies, pour leur montrer, il faut donner de soi, pour montrer en quoi la stratégie est pertinente, surtout quand il y a des changements stratégiques. Et on en parlera peut-être sur le digital, etc. tout à l'heure. Et leur expliquer pourquoi prendre telle voie peut être bon, mais aussi qu'ils réagissent à cela, et c'est par des échanges, alors évidemment démultipliés, parce que quand on a beaucoup de personnes, on ne peut pas faire ça avec chacun, mais on peut faire ça par grands groupes, et puis ensuite, les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, et tous les cadres le font aussi. Mais il faut arriver à convaincre, et la conviction, ce n'est pas seulement de la communication, c'est aussi la capacité à recevoir les objections et à les traiter pour leur montrer que ce qu'on a envie de faire, ce qu'on souhaite faire, c'est du bon sens, souvent c'est bien compris comme tel. On dit parfois les Français, beaucoup de bon sens dans les entreprises, beaucoup de bon sens, partagé, que c'est l'intérêt des clients et leur intérêt aussi. Alors évidemment, tout changement, toute nouvelle stratégie fait que certains se sentent avec un peu moins d'intérêt peut-être au départ, par crainte. D'autres comprennent tout de suite pourquoi ça va être plus intéressant pour eux. Oubliez personne, essayer de convaincre tout le monde, ça fait avancer très vite. Et puis alors, quand on est dirigeant d'entreprise, quelle qu'elle soit, d'une banque aussi, surtout avec tous les changements que les banques doivent affronter, eh bien, il faut avoir ce que j'appelle une ingénierie du changement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une stratégie, qu'elle est partagée, il faut d'abord mettre en alignement la stratégie, les moyens qu'on met en place et le système d'incitation. Si tout ça n'est pas aligné, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. On peut avoir la meilleure des stratégies possibles. Si on n'aligne pas les moyens et le système d'incitation avec la stratégie, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Mais en plus de cela, il faut avoir l'ingénierie du changement. Autrement dit, il faut savoir comment les changements vont passer, il faut les anticiper le plus possible, et il faut essayer de faire parler les uns et les autres dans des groupes pour savoir comment ils vont appréhender ce changement, les difficultés qu'ils vont avoir pour eux-mêmes, et être capable d'apporter les bonnes réponses. Et alors là, on peut changer beaucoup, et on peut vraiment faire des réussites collectives qui sont frappantes. Donc c'est un ensemble de choses, et du coup, pour faire ce parcours, je pense qu'il faut avoir, bien sûr, une bonne façon d'appréhender les choses, une bonne vision stratégique, etc. Il faut payer de sa personne pour convaincre et pour discuter, et ce n'est pas toujours simple. Et puis, il faut anticiper au mieux beaucoup de choses. Et donc, il faut avoir une intelligence d'anticipation, ce que j'appelle une intelligence de sensibilité, qui s'ajoute à l'intelligence analytique et à l'intelligence logique. Et là, c'est vrai que votre parcours d'économiste peut aider beaucoup. Ça peut aider. Justement, on en vient à votre regard aiguisé sur la situation économique du pays.
Alors c'est une question très large, hein, mais en tant qu'économiste, quel regard portez-vous sur la situation économique de la France qui, on ne va pas se le cacher, va pas bien en ce moment? Je pense qu'on peut dire comme cela. Oui. Euh, et peut-être la première chose, c'est de dire, on a enfin eu, à partir du CICE, sous le mandat Hollande, c'est-à-dire à la fin du mandat, une politique de l'offre qui était nécessaire. La politique de l'offre, ça n'est pas penser que la demande est inutile. Il ne faut pas opposer politique de demande et politique d'offre un peu de façon dichotomique, un peu simplette. La réalité, c'est que on a besoin de demande pour une économie, ça tire l'économie, mais si on n'a pas l'offre, on ne va pas tirer l'économie, on ne va pas créer les emplois. Donc, au fond, la demande, on l'avait, mais l'offre, elle commençait à se réduire. Vous savez qu'en France, sur les biens industriels seulement, on consomme, on achète seulement 36% de produits fabriqués en France, c'est-à-dire qu'on importe tout le reste. Donc, il y a les importations et les exportations sont normales, je n'ai pas de problème avec ça, évidemment. Les économies doivent être ouvertes, on ne peut pas tout fabriquer. Mais il faut aussi pouvoir fabriquer. Et c'est cette offre qui va faire des emplois. Ce sont ces emplois qui vont faire des salaires et qui vont faire la demande. Donc, couper les deux ne servait à rien. Une seule politique de demande est très, très dangereuse si on ne fait que cela. Il y a des moments où il faut faire que cela, hein, quand il y a des fortes récessions. Mais quand on n'est pas en récession et simplement on est en croissance un peu bloquée, et il faut aussi travailler l'offre et ça produit de la demande. Eh bien, on a fait cela à partir du CICE. On a fait cela avec le premier mandat Macron, d'Emmanuel Macron, avec beaucoup de points qu'on connaît sur la fiscalité, etc. Et la difficulté pendant ce temps-là, c'est qu'on n'a pas fait attention aux finances publiques. On a laissé dériver les dépenses publiques et en réalité, on a laissé dériver le déficit public. Mais cela est vrai depuis 1974. Ça s'est accéléré. Mais malheureusement, la France a un long parcours de déficit public puisqu'on n'a pas eu un équilibre des comptes publics depuis 1974. Évidemment, la somme des déficits publics cumulés, à terme, ça donne une dette publique insoutenable. Et donc là, on est dans une trajectoire qui est insoutenable. La dette publique est très élevée, elle est encore soutenable, mais elle est dans une trajectoire qui ne l'est pas si on n'arrive pas à la stabiliser. Je parle de taux de dette publique, hein, bien sûr, sur PIB, pas du volume en tant que tel, hein, pas de mais du taux. Et là, on a ces sujets-là. Et alors, la question donc, de la France aujourd'hui, la forte question, c'est encore une insuffisance de l'offre, donc il faut pousser la politique de l'offre, et il faut maîtriser ses dépenses publiques et les finances publiques. Et c'est là où on a un gros sujet, parce qu'aujourd'hui, on est dans une Assemblée nationale éclatée, avec des difficultés de gouvernement qui ne sont pas majoritaires. Donc c'est très difficile de faire passer des réformes souhaitables, alors qu'on a encore beaucoup besoin de réformes. Ces réformes structurelles, en France, on a tendance à penser que c'est de l'austérité. Ça n'est pas du tout de l'austérité, c'est pour, au contraire, monter le potentiel de croissance. Si on pousse l'âge de la retraite, c'est d'abord parce qu'on ne peut pas payer les retraites avec aussi peu d'actifs. Donc, c'est la retraite par répartition qui sont en jeu. Et il y a beaucoup de pays, il y a 10 pays en Europe qui ont déjà aligné leur système d'annuité nécessaire à l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé. Ben voilà, ça c'est une très bonne solution pour la France. Il serait bon de l'adopter, on éviterait d'avoir des secousses incroyables à chaque fois qu'on veut bouger quelque chose. Il faut le paramétrer en fonction de l'évolution. Bon, ça c'est une réforme économique. On a l'impression qu'on peut pas faire ces réformes en France, qu'à chaque fois, c'est des manifestations à non plus finir, mais qu'il y a peut-être aussi, parce que ça fait des années que ça dure, vous l'avez noté, hein, un manque de courage peut-être pour engager des réformes structurelles? Oui, il y a une sorte de pensée politique, me semble-t-il, ces derniers temps, mais ça y est, gain de temps allongé, hein, pas spécialement les gouvernements récents, qui consiste à dire il faut faire en fonction des sondages. C'est gentil, mais ça, c'est pas un leader politique. Un leader politique, il écoute, bien sûr, les besoins, mais c'est aussi anticiper pour arriver à bouger les choses de façon à ce que le bien-être de la nation et de ceux qui y vivent s'améliore. Et ce n'est pas toujours en fonction des intérêts immédiats à très court terme. Donc il faut savoir parfois faire des réformes qui peuvent être un peu difficiles à faire passer,
mais dont tout le monde se réjouira par la suite. C'est comme cela, sinon on n'est pas devant, on est derrière. Et si les politiques sont derrière les sondages, on ne va pas beaucoup avancer. Donc il y a une question de courage. Il y a une question aussi de culture économique en France, de culture économique et financière. On en manque beaucoup. Pendant très longtemps, je suis désolé parce que certains vont réagir, mais pendant très longtemps, on a enseigné l'économie au lycée de façon caricaturale, très caricaturale. Ça vient de changer un peu et tant mieux. Il faut que ça continue. L'économie et les entreprises, ce n'est pas le mal, et le public, c'est le bien. Ni l'inverse, ni l'inverse. On a besoin de privé, on a besoin d'économie de marché, et on a besoin de régulation publique pour éviter les dérives et pour essayer de donner un cadre institutionnel qui permet de rendre encore plus efficace l'économie privée. Mais c'est une combinaison. En France, on est un peu dichotomique et on critique facilement le privé et on trouve le public bon. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde trouve que les services publics sont plus suffisamment efficaces, n'est-ce pas? L'éducation nationale, il n'y a qu'à regarder la décrudescence, malheureusement, de des savoirs à l'issue des études, le classement PISA, et puis après, voilà, ce qui s'ensuit, hein, et les classements TIMSS pour le mathématique, etc. Bon, et dans la santé publique, on voit bien qu'il y a quand même moins de qualité à l'hôpital, etc., alors qu'il y a des gens formidables, mais malgré tout. Bon. Et après, on se dit, c'est une question de dépenses publiques. Non, c'est complètement faux. On a un taux de dépenses publiques pour l'éducation nationale sur PIB qui est légèrement supérieur à la moyenne européenne, et on paye nettement moins bien nos enseignants, en moyenne, hein, que la moyenne européenne ou que l'Allemagne. On a un taux sur la santé publique de dépenses qui est supérieur à la moyenne et on paye nettement moins bien nos infirmières. Donc c'est une question d'efficacité des dépenses publiques. Et ça, il faut s'y atteler parce que sinon on n'y arrivera pas. Oui, parce que là, il y a 40 milliards à trouver. Donc le Premier ministre annonce la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur 3 ou 4 ans. Il dit qu'il va demander un effort à tous les Français. Ça, c'est une façon de nous préparer à les hausses d'impôts. Ça va être encore être la solution, les hausses d'impôts? Sincèrement, j'espère. Encore augmenter les impôts. La phrase prête à cette interprétation-là. Et je ne sais pas évidemment ce qu'il y a dans l'esprit du Premier ministre. Ce que je peux dire en revanche, c'est que ça serait se tromper de diagnostic et de remède. La réalité de la dette publique française, qui est quand même très élevée en pourcentage du PIB et surtout qui est à 113% en fin d'année dernière, était à 20% en 1980. Et depuis 1997, date à laquelle on a fixé les critères de Maastricht, juste pour un repère, hein, peu importe les critères de Maastricht en l'occurrence, mais on a monté notre dette publique sur PIB de 50 points de PIB. Juste la moyenne européenne, c'est plus 15 points. Donc, depuis 1997, on a monté beaucoup plus que la moyenne européenne notre dette. Est-ce qu'on a pour autant des services publics, une économie meilleure? Pas du tout. Est-ce qu'on a une croissance plus forte? Non plus. Donc la réalité, c'est qu'on vit par la dette, sur la dette, pour financer ce que l'on fait, alors qu'on aurait dû faire en sorte d'avoir les moyens de ce que l'on fait, de notre protection sociale, du niveau de vie, etc. Moi, je ne suis surtout pas pour attaquer la protection sociale ni le niveau de vie. Mais du coup, il faut le justifier. Et il faut le justifier pas sur la dette qui repousse le problème à plus tard ou à très bientôt, si jamais un jour la dette ne passe plus. Hein. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, monter encore les impôts, ce serait évidemment une solution de très court terme, mais alors, à mon avis, totalement contre-productive, pour plusieurs raisons. C'est que monter encore les impôts ou les cotisations sociales, ce serait en réalité abîmer la compétitivité française encore un peu davantage, parce qu'aujourd'hui, on a les taux d'imposition sur les entreprises qui sont les plus élevés, et évidemment, ça les abîme dans leur capacité de croissance, d'emploi, etc. Et les ménages, on a, sur les ménages qui payent des impôts, déjà des taux d'imposition qui sont parmi les plus élevés d'Europe également. Et ceux qui ne payent pas d'impôts sont beaucoup plus nombreux que dans le reste de l'Europe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, augmenter les impôts, ça serait contre-productif pour la compétitivité, mais aussi pour l'attractivité du travail. Il faut bien faire attention à tout cela. Et si jamais on fait cela, ça va réduire le taux d'emploi qui n'est pas parmi les plus élevés, mais au contraire parmi les plus bas des pays comparables. Si on abîme le taux d'emploi, on abîme aussi les revenus.
ceux qui travaillent, ou parce qu'il y en aura moins qui travailleront, donc les revenus au total qui seront distribués, donc la demande, et on rentre dans un cercle vicieux. Il faut sortir de ce cercle vicieux par une meilleure maîtrise des dépenses publiques, et il y a de quoi faire, parce qu'il y a beaucoup de dépenses inefficaces. Il y a beaucoup de dépenses inefficaces, et ça comprend les dépenses sociales, hein, et ça comprend aussi les collectivités locales qui ont eu une augmentation de leur nombre de fonctionnaires extrêmement forte depuis 10 ans, 20 ans. Et donc, ça comprend tout cela. Ça comprend la sécurité sociale, non pas pour abaisser les prestations sociales, mais pour responsabiliser tout le monde face à la dépense de sécurité sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de responsabilisation. En quelque sorte, pour parler un langage d'économiste, il y a trop d'aléa moral, c'est-à-dire en fait de capacité à ne pas être responsabilisé sur les dépenses qu'on fait. Et ça, ce n'est pas une question d'abaisser le niveau de protection sociale, c'est juste de faire en sorte que chacun comprenne que ça coûte quelque chose. Et qu'il le voit. Et qu'il puisse le sentir un tout petit peu, même un tout petit peu, ça serait positif. Et puis naturellement, l'âge de la retraite, parce que là, c'est indécent par rapport au reste de l'Europe. Vous savez que le Danemark vient de passer à 70 ans. Je ne dis pas qu'on doit passer à 70 ans, je dis qu'on doit passer à 65 et probablement déjà 65 peut-être un peu plus tard. Mais si on ne le fait pas, on rend le système insoutenable. Donc, ce n'est pas par les impôts, parce qu'augmenter encore les impôts, c'est augmenter le cercle vicieux dans lequel on est déjà. C'est des réformes structurelles pour augmenter le potentiel de croissance, et c'est des investissements d'avenir, mais il faut trouver le financement pour le faire, donc il faut bien le trouver autre part, et baisser les dépenses publiques en taux par rapport au PIB, sachant qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont parfois inutiles et trop inefficaces. Alors que peuvent faire les banques pour soutenir la croissance? Mais Parce que les banques ont un rôle à jouer quand même. Énorme, énorme. Mais il y a parfois deux types de confusion sur les banques. C'est qu'elles n'aimeraient pas prendre de risques. Mais ça, c'est leur métier de prendre du risque, les banques. Hein. Elles prêtent, c'est la base de leur métier de prêter. Donc, quand on me dit les banques ne veulent pas prêter, c'est juste comme si on disait qu'un cordonnier ne voulait pas réparer des chaussures, quoi. Voilà, hein, ça n'a pas de sens. En revanche, elles doivent faire attention en prêtant à ne pas prêter de façon non rigoureuse. Parce que, mais bien sûr, il faut faire attention aux entreprises auxquelles on prête, parce que si jamais elles ne remboursent pas, bien, c'est l'épargne des Français qui est derrière. Hein. Et donc, si la banque faisait faillite parce qu'elle prêtait mal, trop, sans rigueur, à l'évidence, on mettrait en danger l'épargne française. C'est insupportable. Et la deuxième raison pour laquelle les banques doivent faire attention, c'est qu'elles ont des réglementations qui leur imposent de faire attention aux risques qu'elles prennent, parce que c'est dangereux pour l'épargne de tout le monde. Donc, non seulement elles doivent le faire par rigueur intellectuelle et par souci d'être prudents vis-à-vis des épargnants, mais elles doivent le faire aussi, naturellement, parce qu'elles sont réglementées pour, car on ne veut pas que les banques tombent en faillite, parce que c'est trop dangereux pour l'économie générale, trop dangereux pour tous ceux qui prêtent leur argent aux banques. Allez, parlons justement, parce qu'on parle de banque, de la banque Lazare. Lazare, une banque à part. Donc vous êtes directeur général de la banque Lazare qui a pris la tête des banques d'affaires en France. Alors, il faut préciser quelque chose. D'abord, en France, il y a Lazare en France, naturellement, tout à fait présent, c'est même historiquement très, très fort. Hein. Et Lazare, en France, a un nom extraordinaire, un peu magique. Hein. Mais à l'intérieur, comme dans l'ensemble du groupe Mazars, il y a plusieurs métiers. Il y a deux grands métiers dans le monde. Lazare, c'est à la fois le conseil en financement, et j'y reviendrai, le conseil financier, plus exactement, conseil financier, je vais y revenir, et de l'autre côté, l'asset management, c'est-à-dire la gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire la création de fonds, la gestion des fonds et le placement de ces fonds auprès soit de particuliers en France en gestion patrimoniale, soit auprès des grands institutionnels, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, les mutuelles, etc., les caisses de retraite, bien sûr, ont de l'argent à placer et il faut qu'elles le placent intelligemment. Elles vont choisir des fonds parmi les meilleurs, etc. Donc ça, ce sont les métiers. En France, il y a aussi une banque qui est au service, pour l'essentiel, de l'asset management. Donc, la banque dont je ne suis pas directeur général de l'ensemble Lazare France, je suis directeur général de la partie banque
à l'intérieur, qui s'appelle Lazard Frères Banque, voilà, et qui est à l'intérieur de l'asset management. Mais ça m'a permis de bien expliquer le métier. Et au passage, donc, il y a une banque qui sert notamment la gestion privée pour la partie française et qui sert aussi la conservation des titres d'une partie des fonds gérés par Lazard Asset Management. Donc, dans le monde, c'est 3000 personnes, c'est pas énorme, mais c'est évidemment de haute qualité et de haute valeur ajoutée. Les grandes places, c'est sur 25 pays dans le monde et sur les 5 continents. Mais les très fortes places, bien sûr, c'est les États-Unis et l'Europe, hein, avec la France avec un rôle toujours très important historique, sur les deux métiers. Sur les deux grands métiers. Et maintenant, pour parler un peu du conseil financier, le conseil financier, c'est à la fois la fusion-acquisition entre les grands groupes, les sociétés moyennes, etc., ou les sociétés moyennes et les grands groupes, européennes ou transatlantiques, ou peu importe où que ce soit dans le monde, naturellement. Et puis, c'est aussi le conseil au gouvernement et le conseil en restructuration de dettes, etc. Donc, c'est à la fois de la fusion-acquisition, mais aussi du conseil en haut de bilan ou au gouvernement. Et c'est une activité importante aussi chez Lazard. Alors, vous avez commencé un petit peu à répondre, mais on va quand même écouter la question d'un étudiant justement sur ce positionnement de la Banque Lazard. Bonjour Monsieur Klein, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui différencie une banque de conseil comme Lazard des autres institutions financières? Bien, beaucoup de choses. Principalement déjà, c'est la variété des métiers. Chez Lazard, il y a 2 grands métiers, on vient de le dire, donc je ne vais pas les reprendre. Dans les institutions financières type Banque Universelle, il y a beaucoup d'autres métiers, hein, beaucoup. Mais chez Lazard, les équipes de Lazard sont consacrées à l'une ou l'autre de ces métiers à très haut niveau. Et c'est une des principales banques dans le monde indépendante en conseil financier. Donc c'est quelque chose effectivement qui sort du lot parce que c'est une des plus importantes, une des plus renommées dans le monde entier et en France aussi, spécialisée à nouveau sur le conseil financier à fusion-acquisition et sur l'asset management. Alors justement, entre le conseil financier, fusion-acquisition et la gestion d'actifs, voilà, quels sont les métiers les plus dynamiques ou les plus recherchés par les jeunes aujourd'hui? Ah, eh bien alors, je vais le prendre comme cela. Dans ma majeure et mon master à HEC, depuis toujours, depuis très longtemps, les étudiants sont fascinés par la fusion-acquisition. Et beaucoup veulent sortir en fusion-acquisition. Alors, il n'y a pas de place pour tout le monde, mais tout le monde veut faire ça. Donc, ça, c'est très recherché parce que ça fait un peu rêver, parce que ça fait être au cœur des mouvements d'entreprise, des mouvements sectoriels, etc., au cœur de l'économie, au fond. Et de la stratégie, finalement. Et de la stratégie. Vous parliez tout Et de la stratégie, vous avez raison. Aujourd'hui, l'asset management commence à monter dans le cœur des étudiants un peu. Ils commencent à comprendre ce que c'est aussi. Et c'est très bien parce que c'est aussi un formidable métier. L'asset management, c'est quand même la gestion d'actifs, comme vous l'avez très bien dit. C'est placer des sommes considérables au nom des institutionnels qui eux-mêmes gèrent l'argent des gens. Hein. Les institutionnels, la retraite, etc. Les mutuelles, ça gère l'argent des gens. Ou en direct pour la gestion privée, c'est les placer au mieux dans le monde. Autrement dit, c'est un rôle d'allocation des moyens, de l'épargne dans le monde, en choisissant ce qui peut être à plus fort développement, le plus rentable, mais aussi, depuis maintenant des années et des années, le plus RSE, parce que tout le monde fait tout à fait attention à ce que ce soit aussi éthique. Donc l'éthique est rentrée totalement dans ces métiers depuis déjà longtemps, elle est très forte, mais ce rôle d'allocation de l'épargne mondiale, mondialement dans les différents secteurs, est considérable. Ça a un rôle économique considérable et c'est passionnant parce qu'on doit étudier justement
et essayer d'anticiper l'évolution des secteurs, l'évolution des entreprises, l'évolution de leurs valeurs, naturellement, mais possiblement aussi de leurs échecs, et de voir quels sont les secteurs et les géographies qui se développent plus, etc. Donc, c'est tout à fait passionnant. Et les étudiants commencent à bien le comprendre. Et dans vos cours, justement, vous les incitez un petit peu Depuis 5 ans, j'ai introduit dans la majeure 2 cours d'asset management. Donc oui, et puis cette année, un cours aussi de conseil au gouvernement, parce que c'est aussi quelque chose que certains de mes étudiants voient avec un énorme intérêt, c'est d'aller dans le monde, voir des gouvernements qui ont besoin de conseils sur la gestion de leurs dettes, par exemple. Ce qui est Passionnant. ouais. Est-ce qu'il y a des passerelles, justement, entre ces métiers autour des fusions-acquisitions et ceux autour de la gestion d'actifs, de l'asset management? Pas beaucoup, ça se peut, individuellement, parce qu'il y a quelqu'un qui veut passer d'un métier à l'autre, ça se peut, c'est possible, ça n'est pas courant. Voilà. C'est quand même 2 natures de métiers différentes, mais à la fin, il y a quand même de l'analyse d'entreprise et de l'analyse économique, bien sûr. Alors, au sein de ces métiers, quels sont ceux qui sont en train de se transformer? On va parler après des métiers d'une façon plus générale au sein des banques, notamment des banques de détail. Mais là, au niveau de l'asset management, des fusions-acquisitions, vous les voyez quand même se transformer, ces métiers, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies, ou pas? Moi, j'ai fait ce métier moi-même en fusion-acquisition il y a longtemps maintenant. La base du métier est la même. Ce qui change, pour le coup, c'est les data, comme on dirait aujourd'hui. Les bases de données, la façon dont on peut appréhender les choses, même l'IA peut être utilisable. Ça se développe. Les datas sont développées depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui s'est développé avec l'utilisation de toutes les données et toute l'informatique qui peuvent le permettre, naturellement. Et l'IA peut faire progresser aussi cela. C'est en cours. Et c'est peut-être une façon aussi de rendre ce secteur plus attractif, d'attirer les jeunes. Les jeunes qui, a priori, ne rêvent pas de travailler dans la banque, alors comment y remédier? Dans la banque de détail. Dans la banque de détail. Dans la banque de détail. Oui, Parce que pardon. dans la banque d'entreprise, corporate, différent, dans la banque d'affaires, comme je viens de le dire, voilà, dans la banque de détail. Dans la banque de détail, voilà, ça fait a priori pas rêver les jeunes. Comment est-ce qu'on peut y remédier? Comment est-ce qu'on peut casser les clichés? Oui, c'est une excellente question. Je me suis posée depuis pas mal de temps parce que j'avais besoin aussi qu'on attire des bons et plein de monde intéressant et varié dans les banques de détail. On a toujours besoin, en fait, d'employer beaucoup quand même. Il faut bien voir que c'est un secteur qui emploie beaucoup et qui continue d'employer beaucoup. Et on a besoin non seulement d'attirer, mais on a besoin de conserver aussi. Parce que, notamment dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, il y a un fort turnover. Et pour les clients, c'est bien d'avoir des conseillers qui restent suffisamment longtemps en place, parce que s'ils doivent changer de conseiller tous les ans, évidemment, ça n'est pas d'une qualité extraordinaire. Ça tourne vite, les directeurs d'agence tous les 2-3 ans. Surtout dans les grandes villes. Surtout dans les grandes villes. Alors, y compris d'ailleurs chez mes étudiants, ils ne sont a priori pas intéressés par la banque de détail. Donc il faut aussi que j'essaie de leur montrer pourquoi ça peut être intéressant. Alors, l'image, au fond, qui n'intéresse pas beaucoup les étudiants en général dans la banque de détail, c'est le fait de se retrouver dans une agence, on s'imagine un guichet, on s'imagine avec, voilà, on reçoit du liquide, on paye du liquide, on fait des calculs, un peu des sommes pour voir si on ne s'est pas trompé. Bon, tout ça, c'est complètement passé, Mais même en 2000, la première fois que j'étais président d'une caisse d'épargne, de directoire d'une caisse d'épargne, donc CEO si vous voulez, j'ai commencé à faire en sorte qu'il n'y ait plus de guichet. Donc, vous voyez, mais c'était déjà l'informatique, c'était déjà en réalité le digital qui se développait fort en 2000. Bon, imaginez aujourd'hui. Mais, et quand j'ai quitté la Bred, on ne faisait plus de transactionnel, c'est-à-dire de donner des cartes, recevoir de l'argent, donner de l'argent, faire des virements dans les agences, parce qu'on peut tout faire en digital tellement facilement depuis son appli sur son portable qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aller en agence pour cela. Donc, contrairement à certaines analyses parfois qu'on peut lire dans les journaux ou qu'on peut entendre ici ou là, le digital, le développement du digital, à mon avis, est une chance pour les banques de détail et pas une horreur. Et ça peut être synonyme d'attractivité pour les jeunes? Ça peut être synonyme d'attractivité parce que
avec le digital, et c'est ce que j'ai essayé de faire à la boîte qui a bien marché, c'est qu'on a utilisé le digital pour enlever beaucoup de tâches administratives dans les agences, donc pour les conseillers, se consacrer à la relation commerciale et se consacrer à leur portefeuille de clients. Et en général, c'est ça qu'ils aiment. Qu'est-ce que c'est un bon banquier dans une agence? C'est quelqu'un qui, alors pour des petites entreprises, moyennes entreprises, des particuliers naturellement, voire de la gestion privée, ont un portefeuille de clients plus ou moins important qu'ils gèrent. Ils entretiennent des relations avec ces personnes, ils développent la relation et ils essaient de faire en sorte que le client soit content et que la banque soit contente en augmentant le volume d'affaires ensemble, de façon à ce que durablement ça plaise au client et qu'il y reste et que le chiffre d'affaires, pour utiliser ce mot qui n'est pas spécifiquement bancaire, on parle de produit net bancaire, mais soit en développement. Et si on les libère de beaucoup de tâches administratives, si on les libère du rôle de guichetier, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, il faut bien le dire, et qu'on les consacre du coup à leur rôle de conseiller avec le caractère commercial et expertise qui vont absolument ensemble. Parce que si c'est juste pour faire du relationnel, mais pas bien connaître ses métiers... C'est le côté conseil, en fait. C'est le côté conseil. Le conseil, c'est à la fois du relationnel et à la fois... donc du commercial, et à la fois du savoir technique. Et c'est les deux qu'il faut arriver à joindre. Le digital le permet davantage, puisqu'il permet d'extraire de l'agence tout ce qui est transactionnel, comme je disais tout à l'heure, et de se consacrer sur le conseil. Et pour les clients, c'est fantastique, parce que, évidemment, pouvoir faire un virement de chez soi à 22h, à midi, à ce que vous voulez, plutôt que d'aller faire la queue dans l'agence pour le faire, c'est 100 000 fois mieux. Et évidemment, si les gens ne vont pas beaucoup aux agences, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin pour faire ce genre de choses. En revanche, voir par visio, ou au téléphone, ou en agence, son conseiller bancaire, et traiter avec lui de ses projets de vie ou de ses projets d'entreprise, ça, oui, il y a besoin. Et donc, ce qu'on a développé, par exemple, à la boîte, c'était d'augmenter considérablement le temps des conseillers pour traiter des projets de vie et donc apporter les conseils durables pour les projets de vie, que ce soit des petits projets de vie, je veux acheter une automobile ou je veux acheter un vélocipède, peu importe, ou des grands projets de vie, la transmission, la préparation de la retraite, l'acquisition d'un logement, évidemment. Et tout ça nécessite et de l'épargne, et du crédit, et de l'assurance. Et il faut en face quelqu'un qui s'y connaît bien pour être capable de bien faire les combinaisons qu'il faut, adaptées aux clients. Voilà, et bien ça peut parfaitement bien intéresser les jeunes étudiants. Et c'est des beaux métiers. On a en plus beaucoup de diversité. On a une capacité à faire monter les personnes dans les banques qui est inouïe, souvent plus forte que dans beaucoup d'autres entreprises. On a des capacités aussi à changer de métier dans les banques, parce qu'il y a beaucoup de métiers, comme je disais, dans les banques universelles. Ça donne des perspectives intéressantes et de carrière pour monter si on a envie de faire des carrières managériales, et de possibilités aussi de changement de métier variés. Je trouve que c'est un univers passionnant qui ouvre sur énormément de choses. Et l'IA est en train d'accélérer tout ça. Vous aviez déjà un peu anticipé les métiers de demain. Voilà, quels seront les métiers de demain dans la banque? Eh bien, On a l'IA... déjà avoir une idée? Oui. L'IA avait commencé à introduire absolument dans les dernières années, mais vous savez, l'IA, c'est le prolongement de l'analyse des données. Hein, c'est le prolongement de ce qu'on appelait avant, modestement, l'analyse des données. Alors évidemment, avec des développements extraordinaires. Hein. Mais comment on s'en est servi, par exemple? Je vous donne 2 exemples pour montrer les choses. Un, tout conseiller en agence, ou au siège d'ailleurs, reçoit beaucoup d'emails. Ces emails, ça prend un temps fou pour les traiter. Si on met de l'IA pour déjà pré-traiter, on gagne du temps. Et on n'a plus besoin du coup du conseiller que pour la valeur ajoutée qu'il va pouvoir apporter en plus du traitement par l'IA. Ça, c'est une première chose un peu simple. Mais deuxième chose plus intéressante encore, quand on veut travailler les clients, comme les clients viennent de moins en moins aux agences, il faut aller vers eux. Il faut donc être proactif. Et donc, tous nos conseillers prenaient leur téléphone, leur visio, peu importe, ou prenaient des rendez-vous physiques pour appeler les clients et essayer d'apporter quelque chose de positif à ces clients. Si vous les appelez et que vous poussez le produit qui est à vendre dans le mois,
la plupart du temps, le client dit « mais écoutez, c'est gentil, mais vous me faites perdre mon temps, j'ai pas envie, j'ai pas besoin ». Le client le sent bien. Il le sent bien, c'est la campagne du mois. Moi, depuis 2000, j'ai arrêté toutes les campagnes dans les banques que j'ai dirigées. En revanche, on avait développé, et avec l'IA, ça renforce considérablement la possibilité qu'on avait déjà avant quand même, avec l'analyse des données, avec des systèmes informatiques solides, on a développé la capacité de pressentir, en fonction du comportement du client et de l'appartenance des clients à des groupes de clients qui ressemblent, mais tout ça c'est traité informatiquement, on a la possibilité de pressentir un peu plus ce dont il a peut-être davantage besoin. Et donc, quand on va prendre le téléphone et qu'on a utilisé l'IA, on a déjà l'idée que si on parle de ça et de ça et de ça, ça sera probablement beaucoup plus intéressant pour le client que d'aller avec le produit du mois de façon indifférenciée. Et voilà, donc là, comment on peut, du coup, quels sont les métiers de demain? Les métiers de demain, c'est les métiers à valeur ajoutée. D'une part, la mondialisation a enlevé beaucoup de métiers sans valeur ajoutée parce qu'on peut les faire moins cher ailleurs. D'autre part, la révolution technologique a fait qu'on peut automatiser énormément de tâches répétitives. Des tâches administratives. Exactement. Donc, qu'est-ce qui reste à l'humain? La valeur ajoutée. Alors, l'IA peut en avoir. Simplement, l'IA, même quand moi, en professeur, j'utilise l'IA, je vois que c'est extraordinaire, mais il y a bien des erreurs, ou il y a bien des façons de faire, où je vois que ce n'est pas approprié. Et donc, la valeur ajoutée, c'est se servir de l'IA intelligemment pour être meilleur dans ce qu'on fait. Comme un super assistant, quelque part, presque. C'est un super assistant, top intelligent, etc. Parce qu'il va vous chercher des informations, les mettre en forme, etc., ultra rapide. Bon. Mais après, la valeur ajoutée est fondamentale. Alors, pour entretenir l'intérêt de nos salariés dans les banques, mais il faut faire beaucoup de formations. À la Brèche, j'avais augmenté de 40% le budget formation chaque année. Pas chaque année plus, mais chaque année, on a conservé un niveau de 40% supérieur au niveau antérieur. Et on a développé la capacité de valeur ajoutée de chacun. Je peux vous dire que tout le monde en était très content. Alors, avant de voir comment justement accompagner les collaborateurs à ces mutations technologiques, on va réécouter un étudiant, on va réécouter David. Monsieur Klein, j'ai encore une question pour vous. Est-ce que l'IA pourrait remplacer certains métiers de la banque, et notamment chez Lazare? Alors, d'une façon générale, et puis, Oui, bon, voilà. chez Lazare, on y a un petit peu répondu tout à l'heure. Oui. Ouais. De façon générale, chez Lazare, moins, ça ne peut pas remplacer les métiers, mais ça peut aider les métiers. C'est ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on a dit. Dans les banques, ça peut remplacer des tâches administratives pures et répétitives. C'est la grande peur. Est-ce qu'on sera remplacé demain par l'IA? Est-ce que demain, les conseils seront donnés par une intelligence artificielle? Oui, j'ai souvent entendu cette assertion. Moi, je ne suis pas convaincu. Alors, c'est peut-être parce que je suis optimiste sur le sujet. Comme je viens de le dire, je pense qu'on peut remplacer des tâches administratives, oui, répétitives, mais dans lesquelles les gens ne trouvaient pas une satisfaction de travail énorme non plus. Donc, ce n'est pas si grave. Et surtout, ces personnes-là, si on s'y prend bien, on peut les faire évoluer vers des tâches plus intéressantes et à plus de valeur ajoutée. Donc, je crois qu'on peut supprimer quelques tâches administratives. Ça ne veut pas dire que ça supprime des emplois, ça veut dire que ça monte la capacité à traiter peut-être mieux, de façon plus intelligente, plus complète, plus proche encore des clients qu'avant. Et ça peut développer le chiffre d'affaires et être très positif pour tout le monde. Et vous le disiez, ça nécessite de nouvelles compétences, d'où ces budgets formation que vous avez considérablement augmentés. Comment accompagner aussi les collaborateurs? Alors, et ça nécessite aussi de nouvelles compétences en informatique et en IA, naturellement, par ailleurs. Oui, ça ouvre aussi ça ouvre aussi de nouveaux postes. Des nouveaux postes, exactement, de ce type-là, évidemment. Et des gens qui savent aussi interroger correctement pour en tirer le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font l'IA, mais il y a ceux qui savent l'utiliser sur certains aspects au profit des autres, de tout le monde. Alors, accompagner les collaborateurs, c'est fondamental. Il n'y a pas de changement. Enfin, il y a peu de changements qui se passent bien quand ils sont profonds s'il n'y a pas d'accompagnement. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais fermé d'agence. On ferme une agence, on en ouvre une autre parce que le quartier est en train de baisser ici, un autre quartier en train de monter, naturellement, mais ça, c'est autre chose. Mais en net, je n'ai pas fermé d'agence
parfois même développer un tout petit peu le réseau d'agences, alors que l'idée générale, à ce moment-là, la doxa, c'était plutôt de dire qu'il faut enlever beaucoup d'agences. Et en réalité, on a développé le chiffre d'affaires de façon extraordinaire et les résultats aussi, après frais. Donc peut-être que la stratégie n'était pas toute mauvaise. Mais il fallait accompagner. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a rien fait. Dans les agences, on a beaucoup changé les choses. On a beaucoup changé le mode de travail, comme je viens de l'expliquer, parce que beaucoup moins de tâches répétitives, beaucoup plus de proactivité. Ça veut dire que, par exemple, nos conseillers, il fallait que, pour ceux pour lesquels ce n'était pas naturel, ils apprennent à prendre le téléphone et appeler les clients qui venaient plus naturellement dans les agences, par exemple. Il faut les accompagner à cela. Il faut les mettre à l'aise dans le fait qu'ils peuvent ne pas déranger un client. Quand on appelle un client pour lui proposer des choses intéressantes, on ne dérange pas. On peut mal tomber parce que ce n'est pas le bon moment, mais on ne les dérange pas en général. Alors que si on appelle pour vendre, je dis n'importe quoi, pour vendre n'importe quoi que dont le client n'a aucun besoin ni rien, là on peut le déranger. Mais si on prépare bien son rendez-vous, on ne dérange pas. Oui, c'est-à-dire que ça demande une analyse fine du profil du client. Oui. Voilà, Et ça, il faut de la formation. Besoins. Et ça, il faut de la formation. Et de l'entraînement. C'est de la formation, c'est de l'entraînement. Et honnêtement, on a un taux de succès énorme. C'est-à-dire que la plupart des conseillers de réseau d'agences passent très bien du bon côté avec cet entraînement. Il y a un petit peu de réticence parfois. En général, tout le monde y trouve son compte, parce qu'il est plus intéressant. Ça fait changer. Le changement, c'est toujours un tout petit peu, au moment du changement, un tout petit peu dur. Mais une fois qu'on a décollé, on vit très, très bien. Alors, accompagner les collaborateurs justement pour maîtriser ces nouveaux outils, pour aussi mieux conseiller les clients. Accompagnement aussi peut-être pour fidéliser Bien ces sûr. talents. Ah, mais c'est fondamental. Et là, la fidélisation, ça passe pour moi par plusieurs choses. D'abord, qu'ils comprennent pourquoi ils font ça et pas autre chose. C'est-à-dire que la stratégie soit claire et qu'il y ait une adhésion assez forte à la stratégie. La deuxième chose, c'est qu'il faut les faire progresser, surtout les jeunes. Parce qu'ils arrivent en agence, par exemple. Alors bien sûr, hein, dans les banques, on a des gens qui arrivent à haut niveau salarial, des gens qui arrivent à plus petit niveau salarial. On a toute une palette possible, hein, c'est bien normal. Mais les jeunes qui arrivent en agence gagnent pas trop mal leur vie, hein, mais pas beaucoup quand même. Et quand on est dans les grandes villes, le logement est cher, etc. Donc ils ont envie et besoin de progresser pour la plupart. Il faut leur fournir des parcours. Le parcours ne peut pas être préétabli. Il faut aussi que ça soit le jeune qui soit constructif et qui ait envie, qui démontre qu'il a envie. Mais dès lors qu'il démontre qu'il a envie, il faut être capable de les accompagner. Si vous oubliez un jeune dans une agence pendant 3 ans, la plupart du temps, il va aller dans une autre banque, à gagner un peu plus, faire à peu près la même chose. Mais au moins, il aura changé. Donc, il faut lui proposer des changements, des évolutions de la formation. Et encore une fois, dans les banques et dans les assurances, je sais que c'est la même chose. Et je sais qu'ici, par exemple, c'est à Bonlieu. Mais il y a beaucoup de formations possibles. Et ces formations permettent d'accéder à des niveaux de responsabilité de plus en plus grands. Et je pense que ça, c'est une façon, évidemment, d'assurer la fidélité. Donc, le sens, très important le sens. Hein. Et puis, naturellement, la capacité d'évolution. Voilà, je pense que ces deux choses-là sont fondamentales. Et ça nous amène à un sujet, et j'aimerais qu'on termine avec ça, qui est crucial pour vous, qui est celui de l'égalité des chances. Voilà, comment j'y tiens beaucoup. Comment favoriser justement, et ne pas confondre, vous dites souvent, égalité et égalitarisme. Oui. Mais oui, il n'est pas question de dire que tout le monde est égal en tout à tout le monde. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens et c'est même dangereux. Il est bien connu que dans tous les mythes anciens, dès qu'il y avait des gens qui se ressemblaient énormément, des jumeaux, ça finissait en général mal, n'est-ce pas? C'est à peu près dans tous les mythes de toutes les civilisations. Donc, la réalité, ce n'est pas que tout le monde ressemble à tout le monde de façon exacte. C'est terrifiant et ça provoque de la jalousie, peut-être de la haine. En revanche, ce qui est fondamental pour une société, pour qu'elle soit vivable, pour qu'on s'y sente bien, que ce soit acceptable, c'est l'égalité des chances. Et cette égalité des chances, je mets ça souvent en disant, ça va sans dire, mais je le dis régulièrement, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, dès lors qu'on a envie de respecter les règles communes, dès lors qu'on a envie de participer à un projet commun, alors tout le monde
doit pouvoir avoir la même chance d'accéder à des niveaux de responsabilité élevés. Naturellement, il faut s'en donner les moyens et il faut que l'entreprise participe pour donner les moyens. Je finirai peut-être sur le fait que j'aime bien dire qu'il faut marier l'éthique et l'efficacité. L'éthique est fondamentale pour que les entreprises et les sociétés durent, mais l'éthique sans l'efficacité n'est pas soutenable non plus, parce que pour qu'on fasse de l'éthique, faut-il encore en avoir les moyens, avoir des emplois, avoir des revenus, avoir une société efficace. Et ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie, y compris dans les politiques économiques. Merci beaucoup, Olivier Klein. Merci bien Merci à sûr, vous. cet entretien très enrichissant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau numéro des décideurs engagés de la banque et de l'assurance. Le groupe IFPAS en partenariat avec l'Hémicycle vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change.